1, 2, 1, 2. Puf, puf. Bienvenue, bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 de Bypass Gastrique. Et oui, ça fait maintenant 3 semaines, aujourd'hui tout pile, que je me suis fait opérer. Et tout va bien, tout va bien. La nuit dernière, j'ai super bien dormi en plus. D'habitude, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire plus de 2 heures de sommeil profond d'après mon petit gadget là dont je vous ai parlé la dernière fois. Et puis là, la nuit dernière, 4h15 de sommeil. Peut-être que c'est à cause de la journée marathon d'hier. J'étais à Paris pour la journée, pour le boulot, et j'ai un peu couru dans tous les sens. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'éviter de faire mon petit tour, ma marche forcée le soir. Bref, trêve de plaisanterie, il y a du pain sur la planche. Donc si je ne veux pas faire une vidéo de 30 minutes, on va essayer de couvrir un petit peu. Première chose, une question qu'on m'a posée à peu près 283 fois depuis que je suis rentré de l'hôpital, à laquelle j'hésite, et c'est très bien, hein, je m'en plains pas, hein, mais c'est juste que jusqu'à maintenant j'hésitais à y apporter une réponse parce que j'avais peur que la réponse ne soit pas très significative. Attention, roulement de tambour, la question que tout le monde se pose c'est: est-ce que tu as faim? Et oui, les premières choses que les gens veulent savoir quand on sort de l'opération, c'est: alors ça change quelque chose à ta faim? La première réponse c'est: écoute, j'en sais rien, pour l'instant j'ai mal. Ça, c'est les 2 premiers jours après l'opération, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, ça trifouillait tellement là-dedans que je n'avais pas spécialement... Enfin voilà, comme je disais, mon bide était déjà suffisamment occupé à remettre de l'ordre dans ses petites affaires pour en plus demander de la bouffe. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je pense les premiers jours, voire les premières semaines après l'opération, on a de temps en temps un petit peu peur de manger. Parce qu'on se dit, oula, je vais tout faire péter. Mais finalement, voilà, maintenant, après 3 semaines, tout ça s'est un petit peu décanté. Et je peux vous donner un petit peu mes impressions par rapport à ça. Ben, voilà, je sais pas comment se sentent les autres bypassés qui sont passés par là plus longtemps avant moi. Mais moi, voilà, au bout de 3 semaines comme ça, est-ce que j'ai faim? Non. Mais je pense que ce qui est très important surtout, c'est de dissocier dans la tête des gens, et notamment des gens qui souffrent de problèmes d'obésité, de bien dissocier la notion de faim et d'envie. Chose que je n'arrivais pas du tout à faire avant, et que je suis en train d'apprendre à faire maintenant. Dans la mesure où avant c'était rare que je me laisse avoir faim. En général, l'envie arrivait avant, et donc faisait que je me goinfrais, et donc je n'arrivais jamais à avoir faim en fait. Sauf dans des cas très rares, des journées très chargées, où j'avais pas le temps de manger à midi, où je faisais une journée quasiment sans manger, et là j'arrivais le soir, j'avais le ventre qui gargouillait, donc j'étais dans la faim extrême. Il y a un juste milieu, une sensation subtile, on va dire, entre la fringale absolue, genre j'ai rien mangé, help, il me faut de la nourriture, et j'ai pas faim du tout, quoi. Et c'est cette sensation-là que j'ai pas vraiment la faim en tant que telle. J'ai des envies. Je dois avouer que quand je vois la dernière affiche de McDonald's ou quand je passe à côté d'une vitrine de pâtisserie ou d'un bon steakhouse, voilà, ça me fait une envie, mais je dirais que c'est une envie cérébrale. C'est-à-dire que je me souviens du goût et voilà, il y a un petit peu de nostalgie. Mais c'est pas tellement une envie irrépressible, on va dire, une envie instinctive, genre les hormones qui se déclenchent et tout d'un coup on a voilà, une envie répressible. Donc ça j'ai plus du tout. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Même, enfin, que ce soit le sucre ou la viande, parce que j'ai toujours été un gros adepte de viande, ça ne me fait plus envie. De manière irrépressible, genre enfin voilà, pendant le régime pré-op, clairement j'ai fait des mini crises de manque de sucre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où j'avais besoin de ma dose de sucre et je pouvais pas l'avoir, et je me refusais à l'avoir. Donc voilà, j'ai pu concrètement la réponse à la question: est-ce que tu as faim? Non. Est-ce que tu as envie? Oui, mais c'est des envies plutôt cérébrales, donc qui passent vite, donc voilà, la réponse à la question: est-ce que j'ai faim? Non. Ça c'est attribuable à plusieurs facteurs. Je pense qu'effectivement il y a le facteur hormonal parce qu'il y a la gréline, hein, qui est moins produite, en tout cas qui fait moins d'effet et donc qui donne moins d'envie. Ça je pense que ça se confirme. Ce que je découvre aussi, c'est donc il y a 2 notions. Il y a la notion de
Est-ce que tu as faim parce que ça fait un peu de temps que tu n'as pas mangé et tu as besoin de nourriture. Encore une fois, besoin envie, c'est pas la même chose. Et il y a une autre notion aussi, c'est j'ai plus faim. Ça aussi, il faut redécouvrir. Et c'est vrai que le petit estomac fait que ben, le peu que je mange, là par exemple ce soir j'ai mangé, j'ai encore là le conteneur, voilà, j'ai mangé une petite, le fond d'une petite barquette, il y avait peut-être 1 ou 2 cm de purée dans un truc grand comme ça. Ça m'a suffi, et j'ai appris à redétecter aussi un truc, c'est que j'avais une technique peut-être presque inconsciente avant, c'est que quand je mangeais beaucoup, j'avais tendance à boire de l'eau pour faire descendre, pour tasser la nourriture, faire de la place pour continuer à en mettre. Ça, comme maintenant, ça, je sais pas si tout le monde a ce genre de recommandations, mais moi, c'est un truc que j'ai entendu et de ma diététicienne et des Américains que j'ai suivis, c'est il faut à tout prix éviter de manger 30 minutes avant, enfin, éviter de boire, pardon, 30 minutes avant de manger et 30 minutes après. 30 minutes avant parce que il faut pas que l'eau stagne dans l'estomac et prenne la place de la nourriture. Donc remplissent artificiellement l'estomac en fait. Et éviter 30 minutes après parce que justement il faut le temps d'apprécier cette sensation de faim et éviter de flusher, donc de faire évacuer la nourriture déjà sans laisser à l'estomac le temps de faire son travail, de signaler la satiété et puis de commencer à digérer. Donc quand on fait ça, eh ben, on ne peut plus boire pendant qu'on mange et donc la nourriture ne se tasse plus et donc on sent la petite gêne. Mais c'est très subtil, hein. Au niveau de l'œsophage, on sent que on est calé, donc ça il faut apprendre à le détecter et je pense que maintenant ça commence à bien venir. Donc des fois c'est un peu frustrant de ne pas boire après manger, je dois avouer, parce que j'aime bien cette sensation de boire après manger, mais là bon, j'évite et ça marche plutôt bien. Par contre, alors j'ai répondu à la question de la faim du coup. Par contre, il y a une question qu'on ne pose pas assez et que j'ai découvert, mais alors ça je vais demander vraiment à mon nutritionniste parce que ça m'intrigue fortement. C'est pas que j'ai faim, mais j'ai soif en permanence. C'est continu. Alors du coup, le litre et demi, voire les 2 litres par jour, ils y passent. Parce que sans arrêt, toute la journée, j'ai la bouche pâteuse, j'ai la bouche sèche. Dès que je bois pas pendant 5 minutes, j'ai la bouche sèche. Donc j'ai toujours ma petite gourde avec moi. Au passage, petit conseil pour éviter de trop boire d'un coup, parce qu'au début, il faut être concentré. Faut pas boire des grandes gorgées, sinon on remplit vite l'estomac et ça fait un reflux, ou pire, au tout début, ça peut mettre un peu trop de pression sur les sutures. Donc ça, c'est une petite, je sais pas si vous voyez bien, hop, c'est un bouchon, c'est une gourde de sportif. Donc, en fait, voilà, ça permet de ne jamais boire au goulot un grand coup. Et des fois, on oublie, on fait pas attention, on est concentré sur autre chose, et l'accident est vite arrivé. Donc là, c'est reflux, voire vomissement. Donc ça, on va éviter. Et donc ces petites gourdes de sportif là, ça fait très effet. Attention, cela dit, à ne pas prendre les gourdes où il faut téter dessus avec une paille ou quoi que ce soit. Tout ce qui est paille et tété d'une façon générale, c'est à éviter parce que ça aspire de l'air en même temps. Et donc on avale de l'air et donc aérophagie et donc gonflage de l'estomac et donc flatulence ou renvoi. Enfin voilà, c'est pas terrible. Donc voilà, ces petites gourdes de sportifs là, un appui à coup dessus, on a une dose et c'est bon. Mais j'ai soif en permanence. Alors je suppose qu'il y a une partie à cause de la chaleur qu'il fait en ce moment. Hein, pour vous donner un petit exemple, je ne sais pas si vous voyez là, c'est pas très clair, voilà. Il fait 32 degrés dans mon appartement, chouette, 4e étage, j'ai pas le droit d'ouvrir, enfin je peux pas ouvrir les fenêtres. C'est parce que j'ai toujours pas trouvé le moyen de fabriquer un parachute à mon chat. Donc voilà. Donc 32 degrés dans l'appart, il fait très chaud. Mais même la nuit, je me réveille avec la gorge sèche et tout, donc des fois je suis obligé de boire même la nuit. Donc ça, je vais quand même demander à mon nutri, d'autant que, normalement l'objectif, c'est bon, hein, je veux dire, il faut s'hydrater et c'est super important, notamment à cause des protéines qui lâchent pas mal de toxines dans le foie et tout ça, donc il faut évacuer toutes ces toxines-là. Si je me souviens bien, je ne suis pas un expert en diététique, mais il me semble qu'il y a un truc qui a un rapport avec ça. Donc voilà, boire c'est bien. Il faut même boire 1,5 litre à 2 litres par jour. Et la bonne mesure, c'est quand, si vous me pardonnez l'expression, on pisse blanc. Hein, plus on pisse jaune et moins ça veut dire qu'on est assez hydraté.
Donc plus la pisse est claire et plus on est hydraté, ça c'est bien. Mais donc voilà, je vais quand même me renseigner là-dessus parce que pour l'instant c'est un peu handicapant. Et je vous cache pas que par les chaleurs qu'il fait, il y a des fois où j'aimerais m'avaler la moitié de ce truc-là, m'envoyer un millilitre de flotte comme ça, la sensation de l'eau froide dans le... Bon, bref, on doit s'en passer. Donc voilà, j'ai pas faim, j'ai des envies cérébrales, mais par contre, putain, qu'est-ce que j'ai soif. Donc voilà, ça c'est une première chose. Je regarde le temps, oh, on est déjà à 10 minutes 30. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé quels étaient les conseils, les restrictions après l'opération, donc dans le régime post-op. Je vais passer en revue vite fait les conseils que m'a donné ma diététicienne. Pour ceux qui n'ont vraiment pas eu de conseils, j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont dit qu'elles avaient eu vraiment un suivi super light côté diététique. En termes de conseils, hein, pas en termes de... Enfin, le nombre de conseils était un peu limité. Donc, je vais vous redonner vite fait les petits conseils que j'ai redonnés à une personne sur la page Facebook. Encore une fois, je ne suis pas diététicien, je me contente de vous répéter ce que m'a dit ma diététicienne et qui se recoupe en l'occurrence avec pas mal de choses que j'ai trouvées sur internet et notamment sur la chaîne de Watch Me Get Skinny. Mais en gros, les conseils, c'est d'abord, comme je disais, boire 1,5 litre à 2 litres par jour, privilégier les protéines, normalement environ 75 grammes par jour, en sachant qu'à peu près, voilà, le poulet c'est 20% de protéines, donc pour 100 grammes vous avez 20 grammes de protéines. Les œufs c'est encore un taux différent. Vous trouvez sur internet, vous cherchez valeur nutritionnelle et vous allez tomber sur des tables qui vous donnent un petit peu les proportions. Et bien sûr, la bonne chose, c'est que les poudres protéinées dont je vous parlais dans l'épisode 11, c'est en général 50% de protéines. Donc pour 50 grammes de poudre, vous avez 25 grammes de protéines. Donc ça permet d'augmenter rapidement son taux. Autre chose, donc que je n'oublie rien. Comme j'ai dit, évitez de boire 30 minutes avant de manger, 30 minutes après. 75 grammes de protéines par jour. Un truc un peu bizarre au début, mais on s'y fait. Évitez de regarder la télé ou d'être distrait pendant qu'on mange. Pourquoi? Parce que quand on est distrait, on n'est pas à l'écoute de son corps. C'est vraiment important de reprendre, de récupérer, de retrouver cette sensation de satiété pour s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Et même s'il en reste, même si on a l'impression d'avoir mangé comme un moineau, c'est pas grave, on laisse. Quand on n'a plus faim, on laisse. Donc c'est vraiment important de rester concentré et de prendre son temps pour manger. Éviter de manger au lance-pierre, évidemment. Donc, et ça permet aussi de rééduquer le palais, de mieux saisir les goûts, de réapprécier les goûts, et donc de se rééduquer aussi pour éviter de manger goulûment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme conseil rapidement? Alors le mieux c'est de diviser la nourriture en 5 repas par jour. Je sais que ça peut faire beaucoup, mais en gros c'est 3 repas et 2 collations qui s'intercalent. Pourquoi? Parce que voilà... Si vous voulez avoir vos 75 grammes de protéines dans la journée, il faut les étaler. C'est pas bon de prendre trop de protéines d'un coup de toute façon. Donc moi j'étale sur 5 repas par jour, je mange à peu près toutes les 3 heures. Donc en général c'est 8h, 11h, 14h, 17h, 20h. J'ai mes petits repas types, ça fonctionne assez bien. J'ai pas mal de choses au congèle pour éviter d'aller faire des courses tous les jours aussi. Même les fruits, les légumes, je mets ça au congèle, comme ça c'est réglé. J'ai même fait des petites portions, sur les repas, c'est genre 50 grammes de légumes avec des protéines maintenant, hein, dans la phase où je suis maintenant. Et tout ça c'est déjà pré-dosé et congelé tel quel. Éviter, donc bien mâcher, même la purée pour éduquer le palais, comme je disais. Éviter à tout prix l'eau gazeuse pendant au moins 1 mois. Donc tout ce qui est eau gazeuse, on évite. Les sodas, bien sûr, parce qu'il y a du sucre. Hein. Tout ce qui est vrai sucre, à bannir absolument. Même l'eau gazeuse, voilà, pour éviter l'aérophagie et éviter les renvois et les reflux pas spécialement agréables. Éviter l'alcool. Donc pas d'alcool pendant 1 mois, au moins, après l'opération. Et après, faire très attention parce que l'alcool passe beaucoup plus vite dans le sang, que ce soit après un bypass ou après une sleeve. Quoi d'autre? Donc, bien sûr, pas de vrai sucre, pas de saccharose, pas de choses comme ça. Mais même les sodas, genre Coca Zero, Coca Light, il vaut mieux éviter parce qu'il y a d'autres cochonneries dedans.
Et puis voilà, il faut éviter tant que faire se peut de trop dépendre du goût du sucre. Donc, et puis voilà, il y a des bulles, donc de toute façon c'est gazeux, hop, on zappe. Pas de graisse, sauf les bonnes graisses, et en l'occurrence la vraie bonne graisse c'est l'huile d'olive. Donc si par exemple vous mangez une petite purée ou une soupe, une cuillère à soupe d'huile d'olive dedans, ça passe très bien. Et votre corps a quand même besoin de graisse, mais de bonne graisse, et l'huile d'olive c'est des bonnes graisses. Donc ça peut être sympa, et voilà. Donc j'ai dit pas d'eau gazeuse pendant 1 mois après l'opération et pas d'alcool pendant 3 mois, pardon, je me suis trompé, j'ai inversé les deux. Bien sûr, dans ce temps-là, il est fortement déconseillé de fumer. Pourquoi? Parce que la cigarette augmente les risques d'ulcères, ça il y a trop peu de gens qui le savent. J'ai même une amie qui a fait un ulcère à cause de ça, enfin à mon avis c'est à cause de ça. Voilà, et puis bien sûr, prendre ses vitamines tous les jours. C'est super important, sinon on va droit aux carences. Et il y a certaines carences qui peuvent avoir des conséquences graves. Je pense par exemple à la B12. La B12, ça peut créer, si on a des carences de B12 trop fortes, ben, ça peut créer des trous de mémoire. Donc ça peut être très handicapant. Et voilà, moi j'ai ce petit truc là tous les jours avec je ne sais pas combien Supradin Énergie là, hop. Un petit truc effervescent comme ça tous les matins, ça passe très bien. Et il y a 100, 120, 130, enfin parfois 300% des AJR dans chaque vitamine, donc c'est tip top. Je sais que d'autres ont plutôt eu des prescriptions médicales avec un médicament pour chaque minéral ou vitamine. C'est un peu chiant, je trouve, je comprends pas pourquoi les médecins prescrivent ce genre de choses. Alors que vous avez des cocktails comme ça qui ont tout et qui font ça bien. Mais bon, après, les goûts et les couleurs, même chez les médecins, ça ne se discute pas. Voilà. Donc en termes de stats, rapidement, j'en suis aujourd'hui et depuis quelques jours à 163,5. Donc depuis la dernière fois, j'ai perdu que 1,5 kg. Pourquoi? Au début, ça m'a un petit peu déprimé. Et heureusement, j'ai une balance qui fait aussi la masse grasse. Donc la fameuse White Things dont je vous parlais dans l'épisode 12. Elle prend aussi la masse grasse. Et là, j'ai pu constater que, en gros, depuis une semaine, ma masse grasse était passée de plus de 90 kg à 83 kg. Donc même si j'ai perdu 0 depuis 4 jours, j'ai perdu 7 kg de masse grasse. Ça veut dire que j'ai gagné 7 kg de masse musculaire. Ça grâce aux 40 minutes de marche que je fais par jour. Donc tout ça est relativement bien. Et à un moment donné, quand j'aurai plus tellement de graisse facilement accessible à transformer en muscle, je vais me remettre à reperdre du poids, quoi. Tout simplement. Et pour ceux qui m'ont demandé, la fameuse technique que je n'ai du coup pas encore lancée, mais qui peut marcher, en tout cas que j'ai vu fonctionner chez certaines personnes sur internet, c'est tout simplement quand vous êtes sur un plateau comme ça qui est inexplicable, qui vous stresse, qui vous frustre, etc. Vous prenez que des shakes protéinés, donc que des protéines pendant 1 jour ou 2, et en général ça kickstart de nouveau la perte et on décolle. Donc à valider, j'ai pas encore testé, c'est pas un truc que m'a dit ma diététicienne, donc attention, c'est à prendre avec des pincettes, mais à l'occasion, si vraiment j'ai un plateau un peu trop long, je testerai. Voilà. Pour ceux qui sont encore intéressés, on a prévu de faire notre première réunion du groupe Bypass Gastrique en ligne, en vidéoconférence lundi. Ceux qui n'ont pas de webcam, come on, je dirais, quand même, je veux dire, c'est pas maintenant, surtout les laptops, surtout les ordi, il y a des webcams intégrés, enfin, bref. Donc lundi soir, on fait notre première réunion. Si ça vous intéresse d'y participer, je vais remettre le lien dans les commentaires avec pour le groupe Google+, auquel vous devez vous inscrire pour que je vous invite. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez envoyer vos messages à l'adresse email bgastrique@gmail.com. Le site bypassgastrique.fr, la page facebook.com/bypassgastrique, /bgastrique, pardon, le compte Twitter bypassgastrique. Je crois qu'on a fait le tour. Et bien sûr, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On est déjà 94, si mes souvenirs sont bons, sur la page Facebook. Toujours plus de remerciements et de messages sympathiques. Donc visiblement ça aide les gens, donc parlez-en autour de vous. Si vous avez l'occasion, parlez-en à votre chirurgien ou à votre nutritionniste. Dites-leur, écoutez, je sais très bien que vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions et en particulier apporter du soutien psychologique trop détaillé parce que ce n'est pas votre métier. Mais si vous voulez aider vos patients, donnez-leur l'adresse du site bypassgastrique.fr et comme ça on pourra se parler entre nous et partager et se soutenir et dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, même si encore une fois cette vidéo est très longue. Je vais jamais y arriver.
À bientôt et bye bye. Et bon courage pour ceux qui se sont fait opérer aussi. Au revoir.